Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Salut les invulnérables et bienvenue chez cette sorte de psy qui soigne le travail et pas les gens. Pour ce deuxième épisode, nous avons la chance de pouvoir rencontrer Thibaut Brière qui est un philosophe d'entreprise. Il nous dira et on comprendra au travers de ses réponses qu'est-ce que c'est qu'un philosophe d'entreprise. Thibaut Brière est également l'auteur de Toxic Management, un livre sorti en 2021 où il raconte son expérience comme directeur délégué à la philosophie dans une entreprise et où il nous fait part de tous les écarts qu'il a pu constater entre la théorie et la pratique de terrain. Je vous mets en description le lien vers le blog qui accompagne l'ouvrage Toxic Management. Je vous invite à le consulter, il y a beaucoup de matière, beaucoup de références, beaucoup de questionnements. Et le regard du philosophe sur le travail, ma foi, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, pas l'habitude de lire, mais qui n'est vraiment pas dénué d'intérêt. Vous êtes le produit, Thibaut Brière, d'une double formation, à la fois commerciale, vous êtes diplômé de HEC, et philosophique, avec un parcours en philo à la Sorbonne. Vous avez travaillé comme consultant, comme responsable de département dans une enseigne culturelle, dans une collectivité locale, dans des institutions financières également. En 2007, vous fondez un cabinet de philosophie en entreprise, tout un programme, avant de rejoindre comme salarié un grand groupe industriel, dont vous serez pendant 7 ans le Chief Philosophy Officer, le directeur délégué à la philosophie de l'organisation. De cette expérience, vous avez tiré un livre, Toxic Management, dont nous allons parler aujourd'hui avec un léger effet retard, puisque ce livre est sorti en 2021, en pleine sortie de la crise Covid. Néanmoins, il est temps de le lire ou de le relire, à l'aune notamment de ce que la période que nous vivons nous enseigne sur le monde du travail. Je suis particulièrement heureux que vous ayez accepté cette invitation, je vous en remercie encore, parce que nous avons en commun, vous et moi, de nous intéresser aux nouvelles formes d'organisation du travail, comme l'entreprise apprenante, les équipes autonomes, agiles, responsabilisantes, toutes ces nouvelles modalités, plus ou moins sujettes aux effets de mode. Sur tous ces sujets, là où le mandat du psychologue du travail est très clair, puisqu'il parle de santé psychologique et qu'il parle des impacts de l'organisation sur l'efficacité individuelle et collective, vous nous direz tout à l'heure quel est le regard du philosophe, quelle est sa valeur ajoutée, quelle est la commande à laquelle il répond. Mais pour l'heure, Thibaut Brière, est-ce que vous pourriez nous parler de votre cadre d'activité aujourd'hui? Comment est-ce que vous définissez votre métier? Alors, mon métier, moi, consiste, vous avez commencé à en parler, Bertrand, à être donc philosophe d'entreprise, c'est-à-dire à étudier les philosophies, les fondements philosophiques, plus exactement, des moyennes et grandes entreprises. La plupart, en effet, aujourd'hui, affichent sur leur site internet un onglet intitulé Notre philosophie. Moi, de par ma formation et par mon intérêt également pour les réalités économiques, eh bien, j'ai décidé de les prendre au mot, de prendre le parti du fait qu'elles ne mentaient pas lorsqu'elles affirment avoir une philosophie et donc de les étudier comme on étudierait un auteur de philosophie, comme on étudierait Aristote, Kant, la philosophie d'Aristote, la philosophie de Kant, etc. Eh bien moi, je vais m'intéresser à la philosophie de Danone, la philosophie de Hayer, la philosophie du groupe Hervé, la philosophie de GDF, la philosophie de différentes entreprises. Après avoir donc mis à jour en fait leur anthropologie, leur philosophie politique sous-jacente, le type de société qu'elles tendaient à instaurer, voire même le type d'esthétique qui est la leur, eh bien, mon travail consiste, après avoir mis cela à jour, après l'avoir souvent formalisé en un livre, à diffuser, à enseigner cette philosophie en interne, par le biais de formations au management,
qui sont autant de moyens de véhiculer des éléments de la philosophie d'entreprise. Donc ça, c'est l'enseigner en interne et puis l'enseigner à l'extérieur. Et puis, dernier élément, non moins que de donner du sens en interne à partir de cette philosophie d'entreprise, il s'agit pour moi de remettre en question le sens, c'est-à-dire d'outiller les salariés en capacité à remettre en question le sens corporate que leur employeur leur dispense. Si on prend comme point de départ votre ouvrage Toxic Management, on y découvre l'entreprise Gadama Incorporated, c'est un nom d'emprunt, une entreprise à l'organisation innovante, organisée de manière cellulaire, sans hiérarchie, qui fait la part belle à l'autonomie, à l'intrapreneuriat, bref, le modèle de l'entreprise libérée et moderne. Le livre débute par un édifiant discours du père fondateur, qui m'a semblé finalement le même discours que celui qu'on entend un peu partout et sur tous les tons. Qu'on nous vende du lean management, du mode agile, de l'agile by scale, de l'entreprise libérée, on est toujours un peu sur la même promesse d'un travail qui émancipe, qui responsabilise, qui permet de se réaliser au sein de l'entreprise. À ce sujet, j'ai 2 questions. Je vais commencer par la première, question au consultant. Est-ce que l'entreprise peut promettre autre chose ? Est-ce qu'elle pourrait dire je vais mettre le profit au centre et l'humain en périphérie, par exemple ? Et si elle peut rien promettre d'autre, finalement, quelle est la valeur d'une telle promesse ? Eh bien, l'entreprise ne peut pas effectivement dire autre chose, me semble-t-il. Elle est obligée de présenter des manières de faire qui soient socialement vertueuses, socialement valorisantes pour elle. Mais le fait même qu'elle ne puisse pas dire autre chose devrait lui servir de forte contrainte, si je puis dire, pour sa gouverne personnelle. Et il y a peut-être des raisons pour lesquelles elle ne peut pas dire autre chose. C'est parce que, effectivement, il y a des bonnes et des moins bonnes manières de pratiquer. Et que tous les coups ne sont pas permis, que toutes les manières de faire ne sont pas, ne sont pas également pertinentes, en tout cas, voilà, y compris sur le long terme. Et donc, à l'entreprise, je pense que c'est une bonne tutelle, justement, cette pression, si je puis dire, de la société, de ce qu'elle peut et de ce qu'elle ne peut pas dire officiellement. C'est une bonne pression qui est censée l'inciter, justement, à avoir un comportement, en tout cas, à défaut d'être entièrement vertueux, à minima d'être en prise avec la common decency, avec la décence commune, avec la morale commune de son époque. Et les principes un peu constants d'une vie en société normale. Et ce qui m'inquiète, et ce que j'ai cru observer, ce que je crois observer dans la dérive d'un certain nombre de moyennes et grandes organisations, c'est que leur mode de fonctionnement interne tente à être de plus en plus éloigné de la morale commune, de sorte que si leur fonctionnement interne était mis à jour, révélé, eh bien, en résulterait un certain nombre de scandales. Il n'y a pas forcément toujours nécessairement délit, mais il y a à minima des fonctionnements qui paraissent aberrants, voire même, j'emploierais presque le terme, d'immoraux, au sens de la morale commune. Eh bien justement, puisque vous évoquez la question de la morale, deuxième question aux philosophes, cette promesse d'émancipation battue, rebattue, entendue sur tous les tons, cette promesse de réalisation de soi au travail, est-ce qu'elle peut être tenue par l'entreprise, Thibaut Brière ? Parfois, ce qui va sans dire va mieux en le disant. Une entreprise, en tout cas, moi je trouve plutôt sain qu'une entreprise cherche à expliciter l'implicite chez elle, à nommer le lieu d'où elle parle. C'est-à-dire que moi, ça ne me gênerait vraiment pas, effectivement, donc il puisse y avoir plusieurs manières également compatibles avec la morale commune, la décence commune, qu'il puisse y avoir plusieurs manières de faire. Par exemple, des entreprises qui se revendiquent d'un fond plutôt, je sais pas moi, plutôt musulman. D'autres plutôt d'un terreau plutôt catholique. Ou alors une entreprise qui aurait des manières de faire culturelles relevant plutôt, je sais pas moi, de la culture de l'Europe du Nord. Et dans ce cas-là, qu'elle s'efforce de préciser, de cerner au plus près en disant, bah, chez nous, je sais pas moi, il y a une plus ou moins grande exigence de formalisme. Voilà notre rapport au temps. Voilà notre manière de faire. Vous voyez, de cerner un petit peu ce qui relève, si on veut, des cultures nationales, des philosophies, si on veut, nationales, tout comme en France, par exemple, on pourrait mettre à jour une sorte de philosophie républicaine. Et voilà, ce que j'entendais en tout cas par morale commune, pour moi,
c'est le degré minimal de compatibilité qu'une entreprise, pour exercer sur le sol national, devrait avoir. C'est-à-dire qu'elle doit, à minima, être compatible avec les exigences de la République. Et le fait que l'on puisse parler d'une philosophie républicaine, selon moi, justement, n'est pas censé exclure, enfin si, de fait, c'est censé discriminer, par exemple, des manières de considérer la femme, des manières de considérer, enfin de maltraiter la personne humaine, etc. Donc c'est discriminant à ce titre-là. En revanche, c'est censé inclure beaucoup de manières de faire, être extrêmement variées, voire diverses. Plus on vous accompagne dans votre aventure au sein de Gadama, plus on se rend compte que cette entreprise a un peu tout d'une entreprise sectaire. Culte du chef, emprise, déstabilisation des salariés, notamment au travers de séances d'autocritique qui ne sont pas sans rappeler la révolution culturelle maoïste. Et tout ça d'ailleurs enrobé dans un discours un peu ésotérique, un peu New Age, qui pourrait sembler justifier les pires dérives. Et de ce point de vue, on pourrait négliger certains sujets que votre témoignage donne à penser en se disant que c'est une situation extrême, extraordinaire. Mais ce qui fait le poison, c'est pas la nature, c'est la quantité. Et je m'interroge, est-ce qu'un système de management qui sort de son bornage juridique, c'est-à-dire du strict contrat de travail, je vous dois un travail, vous me devez un salaire, est-ce qu'il n'est pas en soi problématique? Est-ce que c'est le rôle de l'entreprise d'inculquer des valeurs philosophiques, voire d'inculquer une spiritualité? Et finalement, est-ce que l'entreprise doit ou peut être une école de sagesse? Alors, je crois elle ne doit pas formuler ainsi, je crois qu'elle ne doit pas clairement, en tout cas, se le fixer comme objectif. Et en revanche, elle peut se proposer comme un moyen, de fait, d'avoir en son sein des gens simplement civils. Et donc, parfois, c'est dans le contexte de l'entreprise que toute une partie même de l'éducation des personnes qui n'a pas nécessairement été faite à l'école ou dans la famille, maintenant, comme institution, si je puis dire, de socialisation et permettant du vivre ensemble, eh bien, l'entreprise se présente de fait comme étant l'une des dernières instances permettant, malheureusement, naturellement, permettant cette socialisation et du coup, il y a un travail entre guillemets éducatif que inertiellement, quand bien même c'est pas sa fonction première, elle se trouve parfois contrainte d'assumer en raison de la démission des autres instances qui sont censées s'en charger. Bien. L'auteur de Toxic Management a beau jeu d'incriminer l'entreprise, alors que d'une certaine manière, elle ne fait que répondre à une demande sociale, à une demande, si je puis dire, de salariés qui ont besoin, qui demandent du sens, qui demandent un cadre et qui demandent justement cette dimension sectaire que vous releviez. Eh bien, il y a des individus, ils ont un besoin existentiel qu'on vienne nourrir leur vie. Et ce que nous pouvons percevoir comme étant autant de dérives, lorsque l'entreprise se fait totale, enveloppante, englobante, quand dans les grandes sociétés, dans les GAFAM notamment, vous flirtez corporate, vous avez un pressing corporate, vous faites du sport corporate, vous pouvez vivre quasiment toute votre vie sans sortir de l'entreprise, eh bien ce que nous percevons comme autant de dérives, pour d'autres, relève d'un besoin existentiel de cadre dans leur vie. Donc ça, il ne faut pas perdre de vue que le jeu, il est toujours des deux parties. Alors l'entreprise, je crois, ne doit pas se fixer, ne doit pas, oui, se fixer comme objectif de former les consciences, mais elle peut naturellement, pour une part, y contribuer. Et de toute manière, elle y contribue inertiellement, même involontairement. Le point important, véritablement décisif, c'est qu'elle ne se fixe pas un objectif de type humain qu'elle souhaiterait façonner. Oui, je crois que d'une manière générale, il faut se méfier des systèmes, que ce soit des systèmes politiques ou des systèmes de management, qui prétendent faire le bonheur de l'homme, y compris d'ailleurs à son insu, le bonheur de l'être humain, je veux dire. Et à ce titre-là, votre réponse est éclairante parce que je me rends compte que là où on entend parfois les entreprises parler de l'être humain, parler de l'humain, en disant voilà comment vous devez être, voilà ce que vous devez transformer en vous pour atteindre la joie, la perfection, que sais-je, vous, ce que vous nous dites, c'est que l'entreprise, elle gagne au contraire à préciser qui elle est,
comment elle travaille, ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle vise. Et donc c'est un renversement, hein, parce que ce que vous proposez est un renversement par rapport au discours qu'on entend assez généralement, notamment quand on fréquente les réseaux sociaux d'entreprises de type LinkedIn ou autre. Non seulement elle ne doit surtout pas, de mon point de vue, mais là on peut y revenir parce que justement pour moi c'est justement un totalitarisme en germe, cette volonté de former un homme nouveau et l'entreprise n'a pas, ne peut pas, mais c'est vraiment une question à part entière, se fixer pour objectif de former un certain type humain. En revanche, vous avez mis le doigt, Bertrand, sur un point qui me paraît tout à fait nodal, décisif, c'est le fait que l'entreprise, à vouloir attraper le chaland, n'importe quel chaland, du coup, va définir des objectifs, enfin, se donner des valeurs, se donner une philosophie qui est empreinte de mots valises pour ne se fermer aucune porte. Là où, selon moi, normalement, même dans l'essence d'une entreprise, elle gagnerait beaucoup, au contraire, à dire, bah, voilà où nous sommes, qui nous sommes, et voilà qui nous ne sommes pas. Voilà le type de, si je puis dire, de salariés que nous tendons à recruter. Si vous avez une mentalité plutôt de tel type, là vous serez en phase avec notre philosophie d'entreprise. En revanche, si vous êtes plutôt comme ceci ou comme cela, là c'est peut-être pas chez nous. Et je trouve ça très bien et très sain que des salariés sachent à qui ils ont affaire pour savoir si je toque à telle entreprise, je vais pas toquer en même temps à telle autre. Et je l'intègre en toute connaissance de cause. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Là où aujourd'hui, en voulant avoir un discours qui finalement rend BNP Paribas avec la même identité quasiment que chez Société Générale, etc. Et ben finalement, on trompe le chaland, on trompe le salarié, et ce n'est qu'une fois qu'il a intégré le salarié l'entreprise, au bout de quelques mois, voire quelques années, qu'il finit par se dire, bah en fait, effectivement, c'est pas du tout ce que je m'imaginais, c'est pas ce qu'on m'avait raconté même. Et derrière les mêmes mots, on ne mettait pas le même sens. Et donc tout le travail du philosophe, selon moi, consiste à derrière un même mot, par exemple transparence ou management participatif, à dire, bah voilà, chez nous, notre manière de pratiquer le management participatif, notre manière de pratiquer la transparence, voilà ce que ça veut dire et voilà ce que ça implique concrètement dans votre manière d'exercer le business. Là, vous touchez au point commun entre le psy du travail et le philosophe, c'est-à-dire leur matériau de départ, la parole, le langage. Vous pointez des glissements de langage chez Gautama qui finissent par empêcher de penser d'ailleurs. Et la question autour de ça, c'est quelle est la place pour la contradiction, quelle est la place pour la controverse, quelle est la place pour le dialogue, qui soit philosophique ou qui soit dialogue de métier. Nous, en psy du travail, on parle facilement d'activité dialogique. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque part à reconstruire des espaces de dialogue, d'échange, de controverse sur le travail, sur l'organisation et puis finalement sur l'entreprise elle-même? Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Il y en a besoin. Il y a besoin d'espaces de discussion, d'espaces de débat sur l'organisation du travail, sur ce que l'on fait, ce que le travail nous fait, en quoi le travail nous change. Évidemment, ce pouvoir de la parole, du logos, me semble absolument fondamental. Et sans usage justement du logos, y compris dans des débats contradictoires, il me semble que l'humain, de toute manière, est amputé, atrophié. Et vouloir placer l'humain au centre, en espérant que ce soit pas au centre d'une cible, eh bien, c'est à minima permettre qu'il puisse y avoir justement des espaces de discussion et donc du jeu autour du travail. Enfin, c'est l'une des choses que je n'ai pas clairement explicité dans Toxic Management parce que le but n'était pas de faire un ouvrage théorique, mais c'est vraiment véritablement le sens de ce que je voulais signifier, à savoir que ce que je vois arriver, c'est une trop grande place faite au déterminisme au pluriel, c'est-à-dire un travail dans lequel tout est prédéterminé. On va avoir des programmes de développement, des programmes de formation de dirigeants, tout est programmé et tout est procéduré, réglementé dans le moindre détail, de telle sorte qu'il y a de moins en moins justement de jeu, de liberté, de marge de manœuvre. Et de toute façon, dès lors qu'il y a des humains, les humains tentent de toute manière à essayer de restaurer ces marges de manœuvre, ne serait-ce que pour pouvoir accomplir leur travail et ne pas se trouver dans des situations de travail empêché, évidemment.
À ce sujet, nous vivons une période un peu particulière puisque le télétravail s'est généralisé partout où c'est possible, le travail à distance, et on observe ce double mouvement à la fois d'éloignement, de difficulté à ménager ces espaces d'échange, de dialogue, y compris d'ailleurs échange impromptu de type machine à café où on se coordonne sur un certain nombre de sujets comme ça en passant. Et l'autre mouvement qui est un peu la conséquence d'une mise un peu sous algorithme du travail, dans le sens où la digitalisation, les process digitaux vont organiser à la place des gens la manière dont ils interagissent ensemble, dont les dossiers sont construits, dont ils sont instruits, dont ils sont clos. Et ce double mouvement d'éloignement et de mise sous process un peu automatisé me semble caractériser peut-être ce qu'on pourrait appeler une forme de management algorithmique qui tend le bout de son nez. Vous observez un peu la même chose? Oui, moi ce que j'observe, c'est effectivement qu'à la faveur de cette, on va dire, numérisation croissante des rapports professionnels, notamment par le biais de visioconférences et d'envoi voilà, de messages de toutes sortes, le travail est de plus en plus machinal, donc de plus en plus assimilable à celui d'une machine, premièrement, ce qui donne lieu du coup à des comportements que l'on qualifie d'agentiques, c'est-à-dire dans lesquels les individus ne pensent plus leur travail, mais se contentent d'exécuter ce qu'on leur demande sans se demander si c'est légitime ou pas légitime. Et de fait, là, on est vraiment dans une sorte de caricature du taylorisme, à savoir, voilà, vous n'êtes pas pensé pour réfléchir, d'autres s'occupent de ça. Et ça, évidemment que c'est inacceptable et que de toute façon, les personnes ne peuvent que être en situation d'hypocrisie lorsqu'on prétend se conformer à ce rôle où l'on ne pense pas. Mais néanmoins, ça infuse un petit peu. Ça infuse un peu, et il y a de plus en plus, néanmoins, de comportements de gens qui ne se posent plus de questions au travail. Et de fait, lorsque moi-même j'anime des formations à base de philosophie pour des salariés d'entreprise, ou même je leur fais lire des textes de littérature ou des textes d'Hannah Arendt, et bien tout à coup, ils se disent, bah, tiens, c'est vrai que en fait, je suis en mode, enfin, d'ordinaire au travail, je suis en mode, j'applique, et je mets ma pensée en sommeil. On connaît bien en psychologie du travail ce phénomène. C'est un phénomène de protection, un mécanisme de défense même, on peut dire, qui consiste face à une situation qu'on juge intolérable ou qu'on juge très insatisfaisante, notamment lorsque la qualité est empêchée, vous l'avez évoqué tout à l'heure, eh bien on débranche son cerveau le matin en arrivant, on le remet le soir en partant, et dans l'entreprise, ma foi, on n'est plus en situation de penser. Et ça m'évoque une question, parce que pour être en capacité de penser, il faut avoir les mots. On a évoqué le langage tout à l'heure, et on vit aujourd'hui un peu dans un environnement où les mots ont perdu du sens. On est dans la communication, alors c'est vrai au niveau politique, c'est vrai aussi au niveau de l'entreprise, avec des slogans, avec des mots qui sont un peu démonétisés. Et pour reprendre justement un mot qui est bien à la mode en ce moment, comment est-ce qu'on peut réarmer le langage, réarmer les mots, leur redonner du sens au sein de l'entreprise pour sortir de cette ornière du travail qui n'est plus pensé? Alors bah, pour redonner du sens aux mots, moi c'est le contenu même des interventions effectivement que je fais en entreprise lorsque je suis appelé, lorsque je conçois. Alors d'abord pour redonner du sens aux mots, bah, le premier travail là dont je parlais tout à l'heure en exposant la nature de mon activité, ça consiste à savoir quels sens actuellement sont donnés aux mots. Premièrement, quand vous utilisez chez vous, je sais pas moi, chez Engie, le mot transparence, voilà précisément le sens que vous mettez. Est-ce que vous êtes d'accord? Et donc, d'abord, valider le sens qui actuellement est donné. Ensuite, pour redonner au sens au mot, bah, c'est retrouver la polysémie que le mot, c'est-à-dire que vous lui faites dire ça à ce mot, mais en fait, vous pourriez tout aussi bien lui faire dire autre chose. Et d'ailleurs, dans tel autre environnement professionnel, ce même mot de transparence, en fait, on lui fait dire autre chose. Il peut y avoir plusieurs significations, on peut le prendre plus ou moins au pied de la lettre, etc. Et donc, pour redonner du sens au mot, je crois qu'il faut redonner aussi donc de l'esprit critique, réarmer les personnes en capacité critique. Et moi, ce que j'entends par là, c'est la capacité à penser un concept, par exemple, vous voyez, le concept de transparence, et à y travailler de manière très scolaire, à la manière dont on ferait une dissertation. Grand 1, petit a, je ne sais pas, pour tel auteur, par exemple,
ou pour telle société, pour moi c'est pareil. Transparence, ça veut dire ça. Ah oui, mais tiens, mais objection, contre-argument, mais on ne peut pas s'en tenir à ce sens-là parce que sinon on se trouve confronté à tel contre-argument. Donc on est conduit logiquement à passer grand 1 petit b. Finalement, la transparence, ça veut dire ça. Alors, on peut le penser avec Nietzsche, avec Hegel, avec qui on veut pour nous aider à penser plus loin que nous ne penserions spontanément. Mais les auteurs eux-mêmes ne sont que des outils. Et puis, et ainsi de suite. Vous voyez, comme ça, de manière conceptuelle, pour que finalement, on ait quasiment le sentiment de passer sa cervelle dans une machine à laver où on se dit, mais finalement, le mot, qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, en fait, il s'agit de réouvrir le champ des possibles au sujet de tel ou tel mot en montrant que, bon, en faisant un travail critique tout simplement. Mais je voudrais, Bertrand, revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que, effectivement, chez Gadama, j'avais le sentiment qu'on pouvait finalement faire dire un petit peu ce que l'on voulait au langage. Moi, ce que j'avais en tête est très fort lorsque j'ai écrit ce chapitre-là, c'était le fait que chez Gadama se raconte et raconte à l'extérieur qu'il est une démocratie d'entreprise. Et donc, tout l'enjeu était de convaincre les salariés qu'ils évoluaient dans une démocratie d'entreprise, quand bien même l'écart avec la réalité professionnelle, quand bien même beaucoup de choses au quotidien semblaient leur indiquer le contraire. Eh bien, pour une partie, mon travail consistait à leur dire, mais en fait, voilà, on va redéfinir la démocratie d'entreprise, et dans la mesure où la démocratie d'entreprise, c'est ça, eh bien, voyez, finalement, votre réalité professionnelle, même si ça vous semblait ne pas être une démocratie d'entreprise, en fait, c'en est une quand même. Et ce qu'il y avait d'habile là-dedans, dont je me suis aperçu que plus tard, c'est que du coup, lorsque ces mêmes salariés étaient interrogés de l'extérieur par des journalistes, par des chercheurs qui venaient les interroger en leur disant est-ce que vous êtes autonome dans votre travail, je sais pas, lorsqu'ils décomposaient justement les différents éléments de la démocratie en entreprise, lorsqu'ils étaient interrogés sur le fait qu'il s'agissait ou pas d'une démocratie en entreprise chez eux, eh bien les salariés spontanément répondaient mais oui, nous sommes une démocratie d'entreprise parce que je suis autonome, parce que je sais pas moi, parce que je peux fixer mes propres objectifs, etc. Et en fait, on avait travaillé en amont les choses dans les formations pour les convaincre que c'était comme ça que ça se passait, en dépit, c'est ça qui est fou, de la réalité qu'ils observaient. Ils sortaient des formations convaincus. Ce dont vous êtes en train de parler là, c'est tout simplement d'esprit critique. Cet esprit critique qui fait peut-être un peu défaut, notamment lorsque l'on est exposé à des théories managériales. On a évoqué dans l'épisode précédent de ce podcast la courbe du deuil, qui est là pour justifier la souffrance des salariés, puisqu'elle est naturelle et puisque quand on a un changement à vivre, eh bien, ma foi, on va passer par une phase de dépression, c'est plus la peine de réfléchir, c'est plus la peine de s'inquiéter pour la souffrance de nos salariés. Donc quand on est exposé face à ce genre de théories, il faudrait pouvoir les démonter, les explorer, faire un peu de psychologie, faire un peu de sociologie, pourquoi pas un petit peu de philosophie. Et donc cet esprit critique fait cruellement défaut. Vous et moi, on a fait des grandes écoles, on nous l'a pas forcément enseigné, et puis une fois dans l'entreprise, c'est plus un sujet. Est-ce que, de votre point de vue, si, il y a un sujet autour de la question de l'esprit critique? De toute évidence, oui, Bertrand, et il me paraît incroyable que dans toutes les enquêtes internationales sur généralement vous avez des enquêtes, les 10 soft skills à développer dans les 10 ans à venir, et vous avez toujours l'esprit critique qui arrive dans le trio de tête. Et ce qui est stupéfiant, c'est que c'est la seule soft skills pour lesquelles les entreprises ne mettent rien en œuvre. Mais rien. Et dans la formation initiale, c'est très minoré, et dans la formation continue, pour le coup, c'est totalement inexistant. Je n'ai jamais vu que ce soit que ce soit adressé directement, explicitement, mais c'est vrai que ça peut être difficile, soit même qu'en traitant un autre sujet, on se dise nous allons traiter cet autre sujet beaucoup plus opérationnel d'une manière critique, c'est-à-dire dont la première partie fasse droit à la réflexion, permette de co-construire ensemble le concept. Je sais pas moi, vous participez à une formation sur la gestion du stress. Bon, très bien, il y a peut-être un certain nombre de techniques à délivrer, mais d'abord, avant de délivrer des techniques que l'on s'appliquerait de manière mécanique, d'abord faire réfléchir sur ce qu'est le stress, en quoi le stress ça se distingue de l'angoisse, en quoi le stress ça se distingue de la peur, faire des distinctions conceptuelles en amenant les personnes à co-construire des définitions.
le management. Vous avez une formation management, eh bien le premier réflexe d'un formateur en management, me semble-t-il, devrait être de faire préciser ce que les participants entendent et de les faire travailler sur ces écarts de compréhension et de mener une réflexion, faire travailler, et oui, faire travailler les gens, faire un travail réflexif sur la notion sur laquelle on va chercher à se former. Pour le coup, le psy et le philosophe s'exposent un peu au même risque au sein de l'entreprise quand on va sur ce champ-là. Ce risque, c'est celui de l'instrumentalisation. D'ailleurs, vous dites dans votre livre, je cite, « Je forme une théorie que j'approuve, mais sans garantie sur son application pratique dans l'entreprise. » On voit bien que entre le concept, l'idée du philosophe ou du psychologue et l'usage que va en avoir l'entreprise, il peut y avoir une forme de hiatus. D'ailleurs, j'aimerais, si vous me permettez, vous faire part d'une expérience personnelle récente. J'étais en décembre dernier en intervention dans une entreprise qui s'apprête à traverser une période extrêmement difficile. Il va y avoir du gros grain, comme on dit, et peut-être même des licenciements, et ce, dans une entreprise et un secteur d'activité qui n'a jamais connu une telle situation. Simplement, le cadre légal a changé, l'environnement a changé. Et on s'apprête à vivre des choses qu'on n'a pas l'habitude de vivre dans ce secteur. Eh bien, tous les salariés ont été convoqués à une formation obligatoire et en présence, était-il précisé, et cette formation portait sur le thème de la philosophie stoïcienne. Donc on y a parlé de Marc Aurèle, du manuel d'Épictète, Amor Fati. Il faut apprendre à faire avec les choses qu'on ne peut pas changer, distinguer ce que l'on peut changer et ce qu'on ne peut pas changer. Bref, vous m'avez compris. Et ce qui m'a posé problème, c'est que le sujet dans cette entreprise n'était pas de s'adapter et de se mettre à philosopher en stoïcien, mais de préparer les choses qui étaient certaines et qui étaient en train d'arriver. Il fallait parler employabilité, il fallait parler validation des compétences, validation des acquis. Il fallait préparer des reclassements éventuels de salariés et donc réfléchir à tout ça. Mais on s'est trouvé face à l'utilisation de la philosophie, alors certes une philosophie un peu scolaire, mais plutôt instrumentalisée pour éviter de penser, éviter de dégager des responsabilités, éviter d'agir. D'où ma question, comment est-ce qu'on se sort de ce risque d'être instrumentalisé, d'être transformé en sophiste? Alors, deux choses, et la difficulté avec moi, c'est que lorsque je dis deux choses, généralement, j'oublie l'une des deux. Mais deux choses néanmoins. Ce risque, naturellement, existe toujours et je ne vois pas comment le réduire. En revanche, ce qui distingue, selon moi, fondamentalement une intervention philosophique de l'intervention d'une sagesse quelconque, c'est que précisément, elle vise à remettre en question l'existant, à le critiquer et à le critiquer d'une manière, de la manière, si je puis dire, de quelque manière que ce soit, justement. Parce que ce dont je me suis aperçu chez Gamadama, justement, c'est qu'il y avait critique et critique. Et qu'en fait, une manière de critiquer était complètement récupérée par l'entreprise et instrumentalisée, puisque de fait, pour innover, l'entreprise se rend compte qu'elle a besoin d'individus qui soient capables de critiquer les méthodes actuellement déployées, la manière de commercialiser. Il y a sans cesse besoin de personnes. Une entreprise peut très bien se dire qu'elle a besoin de renforcer l'esprit critique, et elle a raison, pour renforcer l'existant, c'est-à-dire pour le remettre en question à l'aune des changements du marché, à l'aune des changements des outils, et donc elle a besoin d'être composée d'individus qui remettent en question leurs pratiques et d'apprendre sans cesse. Et donc, dans cette mesure, l'esprit critique est de toute manière nécessaire. En revanche, il y a critique et critique, et ça je m'en suis aperçu sur le tas. Et il y a un certain nombre de critiques que je qualifierais de systémiques qui, elles, ne peuvent et ne veulent pas être entendues et qui, elles, voilà, sont inaudibles en interne. Or, ce sont précisément aussi ce type de critiques qui doivent pouvoir avoir droit, me semble-t-il, en entreprise, même si ça conduisait à ne rien changer. C'est-à-dire que rien que le fait de pouvoir en débattre, de pouvoir se dire effectivement, nous sommes d'accord, sur tel point il y a un problème, sur tel point nous considérons anormal que les choses se déroulent de telle ou telle manière, eh bien quand bien même nous sommes dans le cadre d'une entreprise privée, c'est-à-dire finalement peu ou prou sous la domination de, soit d'une équipe d'actionnaires, soit
de seulement quelques-uns, d'une famille, par exemple, régnante, eh bien, quand bien même, on le sait, ça fait partie du jeu, on peut partir si on veut, mais ça fait partie du jeu du fait qu'on n'a pas la main sur le type de philosophie, sur le type d'organisation sociale, sur le type d'activité économique qui nous sont, entre guillemets, imposées, mais qu'on choisit pour une part. Eh bien, ça fait partie du jeu, ça fait partie des figures imposées dans l'entreprise dans laquelle il évolue, et je ne vois pas de difficulté à cela. Pour ma part, ça fait partie du pragmatisme. On vit dans des sociétés dans lesquelles, bah voilà, on peut pas. Il y a du réel, du réel qui résiste. Ça cogne, c'est parfois dur. Et bon, on doit aussi, pour une part, soit s'adapter. Mais le fait qu'on doive, pour une part, s'adapter, ça ne veut pas dire s'adapter au réel quel qu'il soit. Et c'est là que justement l'esprit critique, selon moi, a toute sa saveur, c'est-à-dire il contribue à former des êtres vertébrés qui sont capables, certes, d'adaptation, mais qui ne sont pas pour autant des mollusques, capables de tous les contorsionnements possibles, et qui ne sont pas de la pâte à modeler, qui ne doivent pas être passivement modelables par leur employeur comme par quiconque d'ailleurs, c'est-à-dire se retrouver en situation d'emprise. En tout cas, vous avez adressé, Bertrand, un sujet que vous aviez déjà commencé à évoquer tout à l'heure, la question de dans quelle mesure l'entreprise peut-elle être une école de sagesse. Et moi, c'est plutôt avec inquiétude que je vois arriver en entreprise, enfin être déjà maintenant bien installé, c'est arrivé dès le début des années 2000, tous les mouvements de développement personnel, les sagesses, qui finalement, alors évidemment, ça fait du bien aux salariés, il y a besoin de sas de décompression, mais ça permet d'adapter les salariés finalement à une société profondément malade. Et ça permet, on ne voit que trop bien l'intérêt que des dirigeants peuvent avoir à promouvoir ce type de sagesse, qui est en fait d'apaiser les maux de chacun en interne, de manière à ce que les individus finissent par accepter, par trouver vivables des situations qui normalement devraient leur être insupportables. Mais là aussi, enfin moi je peux parler pour la psy du travail, c'est quelque chose de courant maintenant, qui est complètement rentré dans les habitudes. Je sais moins pour la philosophie, mais toujours est-il que l'entreprise est en recherche d'outils qui servent sa finalité. Sa finalité, elle est principalement économique, enfin moi, vu de ma fenêtre. Et finalement, on ne répond pas complètement ici à la question de savoir comment est-ce que nos disciplines, nos concepts, les valeurs qu'on porte, peuvent ou ne peuvent pas être instrumentalisés et être utilisés pour servir un objectif qui n'est pas l'objectif initial, qui n'est pas l'objectif de sagesse ou de santé psychologique, qui sont les nôtres finalement. Oui, complètement. C'est effectivement tout le sujet est là. Le but de la philosophie n'est pas d'accompagner l'existant, mais d'aider à le remettre en question, simplement. Voilà, à le penser pour le remettre en question. Là où, et moi je mets le développement personnel, je qualifie le développement personnel de sagesse, tout simplement. C'est une sagesse, si je puis dire, moderne, une sagesse corporate, qui se plug très bien sur les différents environnements professionnels, qui va aller s'abreuver à différentes sagesses antiques, souvent orientales d'ailleurs, parce que elles contribuent effectivement, comme le stoïcisme également, à accepter les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles viennent, ce qui est bien pour une part naturellement, mais il faut savoir accepter ce qui est acceptable, mais également remettre en question ce qui ne l'est pas. Et ça, la philosophie, de fait, elle est mordante. C'est pas pour rien que Socrate a été condamné à boire la ciguë. C'est qu'à un moment, il y a quelque chose d'insupportable pour des sociétés qui supportent de moins en moins les remises en question, la critique et le degré de tolérance même d'une entreprise à ces remises en question, on dit beaucoup de choses d'elle-même. Typiquement, parmi les différentes philosophies d'entreprise, moi, il y en a une, par exemple, que je qualifie d'hégélienne. La philosophie hégélienne, de fait, où une entreprise reposant sur une philosophie de type hégélien intègre les contradictions et s'en nourrit. Là où les philosophies de type déterministe, au contraire, cherchent à exclure les contradictions. Et là, on a deux modèles d'entreprise qui sont quasiment antithétiques. Et à chacun,
Et ça ne me dérange pas pour autant que les choses soient clairement dites et énoncées. On peut vouloir évoluer dans un environnement professionnel dans lequel les choses sont très cadrées, très déterminées, on en a besoin, ça nous rassure, etc. Et puis parfois, parvenu à un certain degré peut-être de maturité, on a envie de faire quelque chose d'autre chose, on a envie d'évoluer dans une entreprise qui fasse davantage droit à la contradiction, qui non seulement y soit ouverte, mais qui en même temps les sollicite et qui s'en nourrissent. Vous avez publié une tribune dans le journal Le Monde en 2018. On trouvera la référence sur votre blog, lequel sera en lien dans la description pour les auditeurs. Dans cette tribune, vous posez un certain nombre de questions un peu cuisantes. Il y en a une qui m'a particulièrement marqué. Vous vous demandez, je cite, « Combien de burn-out pourraient être évités si des cadres avaient le courage de seulement raconter, documents à l'appui, quelle méthode de management on leur demande de mettre en œuvre ?» Alors on est quelques-uns à avoir essayé de dire non. Force est de constater que c'est prendre un sacré risque. Il faut d'ailleurs affronter toute une littérature, tout un univers de pratiques, tout un univers de concepts qu'on a un peu évoqué aujourd'hui. Il y a beaucoup de cabinets conseils qui se déploient dans l'entreprise pour résoudre les conflits psychiques, pour résoudre la dissonance cognitive des cadres et puis leur faire adopter des croyances. Je trouve qu'on est, comme le dirait Gérald Bronner, sur une sorte de marché cognitif. Et j'aimerais savoir comment est-ce que vous voyez-vous qu'une parole éthique, qu'une parole de raison pourrait prendre des parts de marché sur ce marché cognitif, pourrait s'imposer, pourrait émerger, pourrait être entendu aussi d'une certaine manière. Alors naturellement, ça peut sembler être du wishful thinking. Ça me semble en tout cas aussi improbable qu'était improbable, et encore il y a quelques années, un mouvement de type MeToo, ou ou même, vous voyez, les printemps arabes. Il y a tout à coup, pour des raisons qu'on ne maîtrise pas forcément, soit ce qu'on appelait donc un printemps arabe, et donc moi j'appelais dans cette tribune à laquelle vous faites référence à un printemps de l'entreprise, à faire la fête aux entreprises en ce sens-là, au sens d'une mise à jour finalement de la réalité des pratiques qu'elles font, simplement pour les aider à faire la vérité d'abord sur elles-mêmes et donc les engager à se remettre en question et à remettre en question ce qui doit être remis en question et dont elles ne trouvent pas nécessairement le ressort en interne pour le remettre en question. Et donc, tant qu'il n'y a pas on le voit bien, tant qu'il n'y a pas de contrainte externe, que ce soit une contrainte légale ou une contrainte sociétale par le tribunal populaire, si vous voulez, par une pression médiatique, eh bien, l'entreprise, de manière assez logique, essaie d'exploiter tous les ressorts légaux, voire même illégaux, mais du moment qu'on ne se fait pas choper par la patrouille. Et donc, il n'y a que la contrainte, il n'y a que le rapport de force. Quand on évolue dans le champ des rapports économiques, c'est le rapport de force qui prévaut. Il faut simplement s'en convaincre et tabler là-dessus. Et donc, de même qu'un mouvement comme le mouvement MeToo était improbable encore il y a quelques années, de même que l'on voit que la mise à jour, enfin la publication sur Internet de ce qui se passe ce qui peut se passer dans les abattoirs, eh bien, permet des évolutions justement dans des remises en question salutaires dans les conditions d'abattage animal. Eh bien, de même, me semble-t-il, j'appelle de mes voeux la libération de la parole, une sorte de mouvement, si vous voulez, MeToo, peut-être d'abord sur les réseaux, la mise en image et la publication éventuellement de films, vous voyez, de ce qui se passe dans les entreprises, exactement comme dans les abattoirs. Il n'est pas plus légal, me semble-t-il, de diffuser, c'est une entreprise privée, un abattoir. Le fait que des images soient diffusées, pour une part, enfin j'imagine que ça porte atteinte à des intérêts, évidemment, de l'entreprise en question. Et simplement le fait de le mettre à jour permet une mise en débat public qui, du coup, contraint, pour une part, les entreprises à se remettre en cause. Et je ne vois pas, effectivement, je ne compte pour ma part absolument pas sur la vertu des dirigeants, ni sur la vertu des salariés pour le faire. Mais tout à coup, sur un phénomène de contamination dont j'ignore assez la cause réelle. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, les printemps arabes, ça a pris. Et ça a contaminé un effet domino de pays en pays. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, la parole s'est libérée dans le domaine des abus sexuels? Eh bien, il me semble que l'entreprise demeure encore aujourd'hui l'un des derniers bastions d'opacité et ce n'est pas normal dans des sociétés assez largement transparentes. En tout cas, il n'est pas normal qu'on impose aux États des degrés de transparence
que l'on n'impose pas, au moins dans une mesure équivalente, aux entreprises. Il n'y a pas de raison qu'elles demeurent, elles, des boîtes noires dans lesquelles tout peut se passer et dans lesquelles la parole ne peut pas être libre, tout simplement parce que les personnes ont peur de perdre leur job, ont peur de ne pas pouvoir retrouver un job après, etc. Et donc, naturellement, toutes les lois qui vont dans le sens de la plus de protection des lanceurs d'alerte sont positives, mais on voit que les débuts ne sont encore que très timides à cet égard. Ce que vous êtes en train de dire me fait penser à un mot que vous avez dit en début de cet entretien. Vous avez utilisé le mot esthétique. Et je m'interroge s'il n'y a pas aussi à repenser l'esthétique de la manière dont on parle de ces sujets-là, de ne pas être toujours dans le registre de la souffrance, de ne pas être comme nous autres psy du travail, nous faisons facilement des rapports de 120 pages Arial 12. Il y a peut-être quelque chose à réhabiter dans la joyeuseté, dans l'intelligence, dans le côté brillant aussi qu'on peut donner à des luttes et peut-être sortir un peu du dolorisme. Je ne sais pas si ce que je vous dis fait sens pour vous. Si, moi je suis complètement d'accord et souvent ça part de, comme on le sait, hein, historiquement, de minorités actives et donc je suis moi tout à fait favorable au fait qu'il y ait des collectifs qui se constituent, tout ce qui peut contribuer en fait, moi d'une manière générale, c'est ma philosophie de vie profonde, c'est la raison pour laquelle là moi personnellement je me contente de l'appliquer au champ professionnel, tout ce qui contribue à faire la vérité sur soi-même, d'abord, évidemment, et sur le monde qui nous entoure, ne peut être que sain. J'ai une confiance démesurée dans le pouvoir, le simple pouvoir de la vérité, le pouvoir par lui-même de quelque chose qui est vrai. Donc c'est douloureux, évidemment, la vérité, notamment la vérité sur nous-mêmes, mais on sait pourtant, on le sait intimement, en conscience, que c'est salutaire, ce travail de vérité, et qu'on en a besoin, que c'est bon. Peut-être que mon conjoint me trompe, mais je préfère le savoir, en fait. Mais alors là, évidemment, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Est-ce que je préfère savoir que j'ai un cancer ou qu'on me le cache pour que je vive le plus longtemps dans l'ignorance de ce qui m'arrive? J'entends qu'il puisse y avoir débat là-dessus. Moi, pour ma part, je préfère les amis qui, plutôt que de m'entretenir d'illusions, si tout à coup je me mets à vivre n'importe comment, à faire n'importe quoi de ma vie, je préfère les amis qui ne soient pas là pour me dire que j'ai raison, mais pour me dire là, tu déconnes, Thibaut. J'ai l'impression qu'à la pratique de la méditation, pleine conscience que l'on voit se développer dans les entreprises, vous avez plutôt envie de substituer la pratique de l'examen de conscience. Plutôt un examen critique, oui. Un examen critique, d'outiller les gens pour leur permettre de faire, enfin de se critiquer eux-mêmes, de critiquer le monde dans lequel qui les environne et d'exercer un meilleur discernement critique, surtout à l'ère des intelligences artificielles qui, comme on le sait avec les deepfakes, etc., tentent sans cesse davantage à entretenir une confusion entre le réel, le virtuel, entre le vrai et le faux. Alors là, vous ouvrez beaucoup de portes dans lesquelles nous, on essaiera de s'engouffrer ici même. Peut-être pour conclure notre entretien, y aurait-il une piste à laquelle vous avez songé, qui serait peut-être pas forcément une piste qu'on a entendue ailleurs? Quelle idée vous auriez envie de nous transmettre là pour qu'on puisse la ruminer à l'issue de ce podcast? Un point qui me semble important, c'est que on puisse à terme avoir des spécialistes par entreprise, qui ne soient pas forcément de l'entreprise en elle-même, mais ne laisse pas de m'étonner le fait que si demain il y a un événement au Portugal et qu'on a besoin de trouver des spécialistes du Portugal, on va en trouver sur les plateaux télé. D'accord. Aujourd'hui, les 3-4 en France spécialistes du Portugal, c'est lui. Aujourd'hui, demain, je veux trouver des spécialistes de Hegel. Ben, des spécialistes de Hegel, je peux en trouver. En revanche, un spécialiste de Danone, un spécialiste de Michelin, un spécialiste de telle ou telle entreprise qui puisse avoir travaillé chez Michelin, mais qui en même temps puisse porter dessus un regard critique, distant, en ayant, je sais pas moi, fait une thèse dessus, eh bien, on n'en trouve pas. Et ça, c'est pas normal. On devrait pouvoir porter un regard aussi dépassionné, distancé sur les entreprises, capable de dire, d'accord, alors ça, vous voyez, là, ce qu'on vient d'écouter, c'est la tranche, là, c'est le patron de Michelin qui parle. En revanche, dans la réalité, voilà ce qu'il en est chez Michelin. De pouvoir simplement connaître les entreprises. Cette prétention à la connaissance, cet effort de connaissance qui définit normalement l'université française, l'université en général, le travail universitaire en général, il me semble qu'il devrait pouvoir aussi s'appliquer aux entreprises et que tout le monde serait gagnant à cet égard. Les chercheurs d'emploi, pour se faire moins d'illusions sur l'entreprise qu'ils visent,
les salariés de l'entreprise, parce que ça permettrait aussi de remettre en cause sans doute des choses dans leur entreprise, et puis tout simplement les citoyens, pour que par leur vote, eh bien, ils votent d'une manière qui soit davantage éclairée sur le rôle politique, social des grandes organisations, sur la réelle nature de ces super entités. Voilà une piste qui va pouvoir conclure notre entretien. Vous avez évoqué le salarié civil, le salarié citoyen, et ça franchement, ici ça nous va bien. Merci infiniment Thibaut Brière pour le temps que vous avez bien voulu nous consacrer. Je renvoie évidemment les auditeurs aux notes que je laisserai au bas de ce podcast pour qu'ils puissent accéder à votre blog, à votre ouvrage, dont je conseille évidemment fortement la lecture. Écoutez, c'était un plaisir vraiment Bertrand. Merci de votre confiance et de votre intérêt évidemment. Merci à vous Thibaut Brière, et à l'écoute de ce que vous nous avez dit, j'ai envie de conclure par restons philosophes.